So I'm very happy to have you all here, and I think it's time to start with the first talk. Did you have anything to say? Je vous souhaite une bonne conférence. Bienvenue à Paris. Okay, so let me present the first speaker. So I'm very glad to introduce the first speaker. Le premier exposé sera par Jean-Louis Colliot-Tellen avec le titre « Obstruction de Brauer-Manin pour les surfaces de Markov ». Merci à vous deux pour l'invitation. Je crois qu'on a déjà appuyé. Pas assez fort. C'est bon là? Je parle fort, hein, donc ça ne devrait pas être une difficulté. Non, je ne vais pas me promener avec ça, non. Donc, soit U, un schéma de type fini sur Z. On se pose deux questions. Et alors, on commence par prendre une notation. U de A, Z égale le produit pour tous les P plus petits que l'infini, égal à l'infini, de U de ZP. Ou pour P égale à l'infini, on prend les réels. Et puis une notation qui est un peu lourde, qui est U de AZ, point, égale produit pour P plus petit que l'infini des U de ZP, croix pi 0 de U de R. On regarde juste les composantes connexes. Et on se pose deux questions. Premièrement, si U de AZ non vide, est-ce que ça implique U de Z non vide, qui est une façon très compliquée de dire que si on a une équation f de x, y, z, etc., qui a des solutions modulo toutes les puissances de P, est-ce qu'elle a une solution en entier? Et une deuxième question qu'on se pose, c'est supposons ce machin non vide, est-ce que U de Z est dense dans U de AZ, point. Ça s'appelle l'approximation forte. Alors en fait, cette propriété-là, elle implique, par un terme de Minshaf, que, disons sous l'hypothèse que U est normal, que si U est normal, ça implique que le pi1 de U croix Z, C est trivial. Il n'y a pas de revêtement. Ceci n'est possible que s'il n'y a pas de revêtement fini étal non trivial. Alors, le sujet de l'exposé, ça consiste à décrire des travaux par plusieurs personnes. Donc, il y a Amit Ghosh et Peter Sarnak. Il y a Lachlan et Mitankin. Et puis, il y a un article que j'ai écrit avec Wei et Xu, Tasheng Wei et Fei Xu. Ça, c'est 2017. Ça, c'est 18. Sur les points entiers, donc on prend un entier M dans Z, et on regarde l'équation suivante, Y2 plus Z2, moins XYZ, égale à M. Et ça va être notre U sur Z, qu'on va appeler U égale UM. Et on cherche à comprendre les points entiers sur cette surface cubique affine. Alors, en fait, on a envie de l'homogénéiser. Donc, si j'homogénise ce truc-là, je trouve une surface cubique sympathique, qu'on appelle XM, et qui est lisse. Tout ça, c'est lisse si M est différent de 0, et un entier D, qui est simplement M-4, est aussi différent de 0, qu'on se posera très souvent.
Alors, cet objet-là, il est tout à fait dans le sujet de la conférence, parce que c'est une surface de Fano. Mais par contre, les points entiers de ce truc-là, ça serait plutôt dans le sujet de la conférence suivante, parce que c'est une surface log Fano. Log K3, pardon. Donc je suis désolé, ça sera plutôt log K3 que Fano, mais c'est comme ça. Alors, cette équation-là, elle est des tas de formes différentes, et on va voir le D égale M-4 qui va jouer un rôle. Pardon ? Oui, pardon. C'est ça ? Deuxième équation ? Oui, pardon. Merci. Merci. Alors, cette équation-là, elle a des tas de formes différentes qui sont assez amusantes et qui sont importantes en fait. Elle peut aussi s'écrire comme ça. Moins 4D égale x2 moins 4, y2 moins 4. Bon, par exemple. Et puis il y en a encore une autre qui est aussi curieuse, qui est x moins y moins z plus 2 au carré moins d, qui est égal à x plus 2, y moins 2 et z moins 2. En fait, ces factorisations, avec dans le membre de gauche une norme, sont extrêmement importantes pour ce qui suit. Et on ne les voit pas a priori sur cette équation-là. Et alors, cette équation, il y a des automorphismes. Il y a un groupe gamma d'automorphismes. Qui est donné par, bon, une chose évidente qui est permutation de x, y, z. Deuxièmement, quelque chose qui est évident, c'est on envoie x, y, z sur moins x, moins y, z. Et troisièmement, et ça c'est important, il y a quelque chose qui s'appelle l'involution de Viette, c'est une involution qui s'envoie sur YZ moins X, virgule, Y, virgule Z. Ça s'appelle l'involution de Viette. François Viette était un mathématicien qui vivait au XVIe siècle. Il y a une page très intéressante sur sa vie dans Wikipédia FR, je ne sais pas sur les autres Wikipédia. Et en particulier, il était cryptologue d'Henri IV. Alors je ne sais pas à quelle occasion, il a regardé cette équation. Et vu que vous avez un groupe d'automorphismes, bref, on a un gros groupe d'automorphismes, et donc ce gamma agit sur les solutions entières. Et comme il est gros, on pourrait avoir l'impression que dès qu'il y a une solution, il y en aura plein, parce qu'on les transporte partout. Alors, en fait, donc, alors je fais ça. C'est bien le tableau, oui, ça c'est le bon. Hein. Donc, qu'on fait Gauche et Sarnak, donc je commence par vous raconter ce qu'on fait Gauche et Sarnak, donc GS. Ils ont démontré que quelque chose qui est facile, c'est que UM de A à Z est différent de vide, c'est-à-dire qu'il y a des solutions modulo toutes les puissances de tous les premiers, est égal au vide, il n'y a pas de solution, si seulement si M est congruent à 3 modulo 4, ou M égale plus ou moins 3 modulo 9. Bon, c'est un exercice. Vous pouvez tous faire cet exercice. Ensuite, on dit qu'un entier M est appelé générique. Il y a certains entiers qui ne sont pas très bons. C'est ceux pour lesquels il y a des solutions trop faciles. M est générique s'il existe une solution dans UM de Z avec x égale 0, 1 ou 2. Bon, il n'y en a pas beaucoup de ces trucs-là. On va s'intéresser à ce qui se passe quand M grandit. Il n'y en a pas beaucoup, on ne va pas les regarder, surtout pas dans l'exposé. Enfin, facile à voir, c'est que si M est négatif, M est générique. Et puis que si M est positif et générique, ça entraîne que M n'est pas un carré. Bon, ça c'est évident. Et alors, le théorème qui est, donc le premier théorème dans l'article de Gauche et Sarnak, c'est un théorème qui en fait remonte qui est un développement d'une longue histoire, qui remonte à Markov, Hurwitz,
Mordell. Et l'énoncé, c'est que si M est générique, alors il y a un domaine fondamental borné, alors il y a un domaine fondamental borné pour l'action de gamma sur les points entiers. Plus précisément, bon, je vais prendre dans l'exposé, je me suis limité à M positif parce que c'est trop long sinon. Si M est supérieur égal à 5, on définit delta M comme étant l'ensemble des triples ABC avec 3, inférieur égal à A, inférieur égal à B, inférieur égal à C, et A2 plus B2 plus C2 plus ABC égale à M. Bon, vous voyez que c'est borné. On a pris ABC positif là. Et donc on sait c'est que tout point de UM de Z est gamma équivalent, il faut y aller gamma équivalent, à un unique point, un unique moins A, virgule B, C, avec ABC en haut. D'accord ? Donc tout point de UM de Z est gamma équivalent à un unique point de la forme moins A, virgule BC, avec ABC tous positifs et satisfaisant ceci. Donc tout est ramené dans ce machin borné. D'accord ? Alors il y a des cas où UM de Z est... Et alors en plus, si M est générique, toujours pareil, si j'ai mis ça, ça fait partie du terme de Gauss et Sarnak, M générique et UM de Z non vide entraîne UM de Z vers l'esquidance. Bon, alors cette histoire de M générique, c'est assez curieux parce que quand M n'est pas générique, il y a même des phénomènes, des cas où il n'y a qu'un nombre fini de points. Il y en a, mais il n'y en a qu'un nombre fini. Et c'est clair pour personne pour l'instant quelles propriétés des M font que UM de Z pourrait être fini. Oui ? S'il n'existe pas, merci. Très bien. Merci beaucoup. Pardon. Excusez. Donc, ces cas-là, on n'en veut pas, d'accord ? On ne veut pas avoir une solution typiquement avec y égale z égale 0 et m un carré. D'accord, donc c'est ça. Excusez-moi. Merci beaucoup. Bon, alors... qu'est-ce que... Donc ça s'appelle, on va appeler ça réduction. Le théorème de réduction. Et alors, une conséquence étonnante de ce théorème de réduction, c'est un théorème qui est dans l'article avec Chou, c'est que pour tout M générique, UM de Z, disons si non vide, et UM de Z non vide, UM de Z dans produit P non dans S où S est fini, disons P super égal à P0, non, P non dans S, donc, et S dans oméga Q ensemble fini de place, l'application qui est là n'est pas dense. Donc l'approximation forte est tout le temps en défaut. Et même dans un sens très fort, c'est-à-dire qu'on peut oublier un nombre fini de places, il n'y aura pas d'approximation forte. Il faut voir que ça a un intérêt parce qu'en fait, on peut démontrer que pi1 de UM croix ZC est effectivement égal à 0. Donc, a priori, l'obstruction qu'on avait là-bas tombe en défaut, mais n'empêche, on arrive à démontrer avec ce théorème de réduction que l'approximation forte est toujours en défaut. Donc, pour le reste de l'exposé, on ne va pas du tout discuter l'histoire d'approximation, on va discuter le principe local global, savoir si, quand il y a des points locaux, est-ce qu'il y a des points globaux.
Alors, cette méthode, ce théorème de réduction, permet de donner des contre-exemples au principe local global, principe de Hasse, si vous voulez. En effet, si UM de AZ est non vide et l'ensemble que j'ai oublié, qui est là-haut, delta M, ouais, c'est ça, et delta M est égal à vide, et bien en fait, ça implique que UM de Z est vide, bien sûr. Puisque tout point est équivalent à un point dans cet ensemble borné. Et, alors, c'est quelque chose qu'on peut calculer, ça, parce qu'on peut regarder, donc exercice. Vous prenez M égale 46, et bien c'est le cas. Donc U46 de AZ non vide, et U46 de Z égale vide. Donc vous avez un magnifique contre-exemple au principe local global pour cette valeur-là. Et ça, c'est une méthode qui, en fait, qu'on pourrait en principe appliquer aussi pour le principe de Hasse pour les formes quadratiques, parce qu'il est bien connu quand on prend une forme quadratique, pour les points rationnels d'une forme quadratique, on sait bien que si on prend une forme quadratique homogène et qu'on regarde les solutions entières, il y en a une qui est dans une boîte de taille bornée. Donc pour arriver à trouver s'il y a un point entier, on peut soit invoquer le principe de Hasse, soit on peut regarder dans la boîte s'il y a un point. C'est équivalent. Donc ça, c'est une méthode pour trouver des contre-exemples au principe local global. Alors, les résultats de Gauche et Sarnak, on fait une histoire de comptage. On regarde l'ensemble N1 de B, on regarde l'ensemble des 1 inférieur égal à M, ou en fait on regardera à partir de 5 pour des raisons techniques, inférieur égal à M, avec UM de AZ non vide. Bon, ça c'est facile à compter. C'est équivalent à 7 douzièmes de B. Même c'est égal à 7 douzièmes de B plus un O de 1. Et le théorème de Gauche et Sarnak, c'est que si on prend N2 de B, l'ensemble des M, donc le cardinal, des M avec UM de Z différentes vides. Donc ça, c'est un énorme théorème, en fait, c'est un gros théorème. UM de Z différentes vides. Et bien, en fait, c'est aussi équivalent à ce douzième de B. Donc, quand M tend vers l'infini, il y a pratiquement autant de chances qu'il y ait des points que d'en avoir localement. Donc, mais c'est dans le équivalent qu'il y a la différence. D'accord ? Et en réalité, ce qui démontre, c'est que le nombre des 5 inférieur égal à M, inférieur égal à B, avec UM de Z égale vide, et, disons, UM de AZ non vide, pour faire bonne mesure, est un petit taux de B. Donc c'est même plus fort que de ça, et c'est ça qui démontre. L'ensemble des M pour lesquels il n'y a pas de solution, divisé par B tend vers 0 quand B tend vers l'infini. Alors la question, ce qu'on voudrait, c'est améliorer cette borne, ce O de B. Est-ce qu'on peut faire mieux? Est-ce qu'il y en a beaucoup? Est-ce qu'il n'y en a pas beaucoup? Et alors, Gauche et Sarnak conjecture. Je vais être obligé à un moment d'effacer l'équation. Donc, conjecture. C'est que l'ensemble des M, avec donc M, 1 inférieur égal à M, inférieur égal à B, avec UM de Z égale à vide, et UM de AZ, donc non vide, est équivalent à une puissance de B avec alpha qui est essentiellement, très précis, 0,8875, je ne sais quoi.
Donc, c'est puissance de B très, très positive. Mais, bon. Donc, il conjecture ça sur la base de beaucoup de calculs. Donc, beaucoup de calculs. Et je ne vais pas rentrer là-dedans. Alors, là, pour l'instant, je n'ai pas encore prononcé le mot important dans l'exposé. Monter. Tiens. Pardon. Non, tableau 2. Pardon. Mais... Alors, Gauche et Sarnak fabriquent des contre-exemples au principe de Hasse d'un second type. Donc, je l'ai dit, il y a une première méthode de trouver des contre-exemples au principe de Hasse, c'est par la méthode de réduction. On réduit, on se regarde dans la boîte delta M, s'il n'y a pas de point, ben, il n'y avait pas de point. Et pourtant, il pouvait y en avoir partout localement. Alors, Gauche et Sarnak donnent des exemples avec UM de AZ non vide et UM de Z égale vide. Et ces exemples sont assez particuliers. L'entier D qui est -4 est de la forme R fois S au carré, où R est égal à plus ou moins 2, virgule 12, enfin une de ces valeurs. Et en plus, les facteurs premiers de M sont spéciaux. De S sont spéciaux. Je n'explique pas. Sont particuliers. Alors, quand les auteurs des deux autres articles ont vu ça, et surtout qu'ils ont vu le mot réciprocité apparaître, réciprocité quadratique, eh ben, ils se sont dit immédiatement, Brouwer-Manin. D'accord ? Et donc, la question, c'est comprendre la généralité des contre-exemples de Gauche et Sarnak sur la base de la réciprocité, calculer complètement l'obstruction et voir si ça va arriver à couvrir peut-être tous les contre-exemples. Ça, c'était l'espoir. Hein, tous les contre-exemples avec ce B à la puissance alpha, alpha égale ceci. Bon, espoir qui n'a pas été couronné. Alors, avant que je fasse ça, je voudrais vous montrer que j'appartiens encore au XXe siècle. Parce que, en fait, en 1952, Louis Mordell, qui a écrit un nombre infini d'articles, de petits articles de 3 ou 4 pages sur des équations difféentielles, a, dans un tiré à part que je possède, l'ayant eu hérité à Cambridge dans les années 70, a trouvé en fait des exemples qui étaient comme ça. Donc, la morale de ce petit machin, c'est que Mordell avait découvert Brouwer-Manin entier. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je vais raconter ce que c'est que Brouwer-Manin. Voilà. Donc, je vous passe, je n'ai pas le temps de vous écrire l'équation, mais enfin, c'est vraiment tout à fait pareil. Disons l'équation, si je vais quand même écrire l'équation s'écrit W2 plus 4K, après transformation comme celle que j'avais racontée au début. L'équation dans Mordell s'écrit W plus 4K2 égale Y2 moins 1 fois Z2 moins 1. Donc les variables c'est Y, Z et W, ça c'est fixe. Et donc vous avez, dans le membre de gauche, un produit de deux termes qui sont premiers entre eux, et dans le membre de droite, un produit de deux termes premiers entre eux, et puis dans le membre de gauche, vous avez une norme. Donc, voilà. Donc il a fabriqué des contre-exemples au principe local global déjà en 1952. Alors, bon, Brouwer-Manin, j'explique ce que c'est pour ceux qui n'ont jamais vu ça.
Donc, vous avez, étant donné votre schéma U sur Z, vous pouvez regarder U indice Q, qui est U croisé de Q, et vous pouvez regarder le groupe de Breuer de UQ, bon, qui est qu'on définit, je ne vais pas le définir parce qu'on ne va pas s'en sortir, et il y a un accouplement entre U de AZ point et Breuer de UQ, donc U sur Z, qui étant donné une famille de points MP, MV, MP disons, MP, et un élément, je vais l'appeler quoi, alpha, oui pourquoi pas, s'envoie dans somme des invariants en P des alpha de MP. Et bon, sur les réels, ça dépend de la composante connexe. Ça, c'est un élément Q sur Z, et c'est une somme finie. Donc ça utilise bien sûr la suite du corps de classe, Breuer de Q, somme directe des Breuer de QP, s'envoie dans Q sur Z. Et bon, Manin a défini ça pour les variétés projectives en 70. On peut faire ça avec des schémas entiers et on a un accouplement analogue. Et donc on a la même situation que U de Z, par la flèche diagonale, est inclus dans U de AZ point Breuer, où on appelle ça, ça c'est le noyau à gauche de l'accouplement. Alors, l'obstruction, elle est là. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir, ça c'est dans U de AZ, donc ça c'est le ensemble d'Armani, vous pouvez très bien avoir cet ensemble qui est non vide, mais celui-là qui est vide. Et à ce moment-là, il n'y a pas de point entier. Et donc, face à toute famille d'équations comme ça, vous vous dites, comment je vais arriver à calculer cet objet-là? Et donc ça implique deux opérations. Une opération algébrique qui n'est pas triviale, qui est de calculer ça, ou plutôt le quotient par Breuer de Q, qui ne joue pas de rôle. Et ça, c'est une opération purement algébrique, a priori. Enfin, bon, de temps en temps, on utilise l'arithmétique pour calculer ça. Et puis après, une fois qu'on a calculé ça, déterminer quel est le sous-ensemble qui est coincé par la relation d'être dans le noyau. Donc, c'est ça que... Alors ça, c'est quelque chose qui a été fait pour... Je n'ai pas le temps de raconter ça, mais c'est une opération qui a été faite dans pas mal de cas pour d'autres équations. Par exemple, avec Wittenberg, on avait regardé x cube plus y cube plus z cube égale m, pour découvrir que finalement, dans ce cas-là, cet ensemble-là n'était jamais vide, sous les conditions évidentes sur l'anti-m, assurant que ça est non vide. D'accord. Bon, donc il y a eu pas mal de travaux là-dessus, mais bon, on se concentre sur le cas qui nous intéresse aujourd'hui. Donc je répète, on avait une première méthode pour démontrer qu'il n'y avait pas de point, c'était celle en utilisant la réduction, et maintenant on a une deuxième méthode qui est par cet ensemble de Breuer-Manin. Alors, qu'est-ce que je peux dire en un temps relativement limité sur ce groupe? Bon, donc on regarde notre UM ici. Il y a une extension quadratique. Alors maintenant, on est sur un corps. A priori, je la regarde sur un corps K. Donc c'est le paragraphe calcul du groupe de Breuer. Donc ça, c'est fait donc, par les différents auteurs là. Et on le fait par deux méthodes pas tout à fait identiques et qui aboutissent fort heureusement au même résultat. Bon, alors on regarde K, qui est l'extension obtenue en rajoutant racine de D et racine de M. Je vous rappelle que D, c'est M-4. Et pourquoi on regarde cette extension? C'est parce qu'en fait, la surface cubique XM est déployée sur grand K. C'est-à-dire que les 27 droites
sont sur grand K. Sont un coefficient dans grand K. Donc pour calculer beaucoup de choses, ça suffit de regarder ce qui se passe au niveau de grand K. Et puis dans la suite, ici, je suppose le cas général, grand K, K, de degré 4. Alors, comment est-ce qu'on calcule ce genre d'objet? Alors, on commence par calculer Brouwer de Xm, parce que ça, c'est plus facile. Parce que Brouwer de X, c'est la surface projective lisse, ici. Brouwer de Xm sur la clôture algébrique, donc Xm bar, quand on écrit U bar, c'est U croix Q bar sur la clôture algébrique. C'est pareil pour X bar. Donc Brouwer de Xm bar, c'est 0. C'est-à-dire que le groupe de Brouwer sur la clôture algébrique de cette surface projective et lisse, c'est bien connu, c'est 0 parce que la surface est rationnelle. Du coup, Brouwer de Xm, en fait, est modulo Brouwer de K. Une chose que je devrais dire, c'est qu'il est évident que Xm possède un point rationnel, toujours, ce qui évite des tas de petits ennuis, donc il n'y a pas à se fatiguer. Et donc, Brouwer de Xm divisé par Brouwer de K, ici, coïncide avec Brouwer 1 de Xm divisé par Brouwer de K, où Brouwer 1 de Xm, c'est la partie qui est nulle, c'est les éléments, c'est les éléments qui sont nuls là-dessus, d'accord. Et ça, ce truc-là, ça se calcule, c'est H1 de K à valeur dans pic de Xm bar. Donc on calcule ce truc-là de plusieurs façons. Si vous voulez, il y a une façon qui consiste, il faut penser que Xm moins Um, c'est simplement trois droites qui sont définies sur le corps de base. L1, L2, L3. Comme vous pouvez voir, si je fais t égale 0, je trouve les trois droites définies par x, y, z égale 0. Donc à l'infini, on a cette configuration qui est importante pour les calculs. Trois droites définies sur le corps de base. Et, et avec ces droites, on peut faire une fibration en conique. Et on sait bien comment calculer le groupe de Brouwer des fibrations en conique, donc on arrive à trouver ça. Et alors ce qu'on trouve en fait, c'est qu'on trouve que ce groupe-là, c'est Z sur 2, et que le groupe de Brouwer de Xm sur Brouwer de K est engendré par la classe suivante, par une classe que je vais appeler, je ne sais pas comment je vais appeler, delta, où delta c'est x2-4d, c'est l'algèbre de quaternion x2-4d, qui est aussi la même que l'algèbre de quaternion y2-4d, qui est aussi la même que la classe de quaternion z2-4d. Et ça, on le voit ici. Parce que vous voyez, le produit de ces deux-là, c'est une norme. C'est une norme de l'extension racine de d. Donc les deux algèbres de quaternion qui sont ici coïncident. Donc voilà, on trouve ça pour Brouwer de Xm. Où ça devient plus pénible, c'est pour UM. Et là, il y a pas mal de travail algébrique là. Donc, le résultat, en tout cas, le théorème au bout du compte, je vais dire quelques mots sur la démonstration, mais le théorème au bout du compte, c'est le suivant. Le théorème, c'est la proposition, enfin le résultat du calcul, c'est que si moins 1 n'est pas un carré dans le corps de base, et moins d n'est pas un carré dans le corps de base, disons que caractéristique de K égale 0, pardon. Caractéristique de K égale 0. Alors, Brouwer de UM est égal à Brouwer 1 de UM, c'est la partie qui est tuée
sur UM bar. Et c'est engendré, et c'est égal à Z sur 2 au cube, engendré par les classes suivantes, x-2, d, y-2, d, z-2, d. En fait, il y a d'autres classes aussi, comme x plus 2, d, qui sont aussi dans le, etc., qui sont aussi dans le groupe de Brauer aussi. Donc là-haut, on avait trouvé le x2-4d. Vous voyez que le produit de ces deux-là sont sur l'ouvert U, et le produit des deux, lui, s'étend à toute la surface. Mais ceux-là ne s'étendent pas à la surface. Alors, comment on fait ce genre de choses? Ben, ce n'est pas tellement évident. Disons que... bon, le point clé, c'est on commence par regarder, d'abord, on veut comprendre Brauer de UM bar sur la clôture algébrique. Alors, je vous ai dit que à l'infini, on trouve trois droites, L1, L2, L3. Et alors, il y a une suite exacte, 0, ça va dans Brauer de ce qui se passe sur toute la surface projective et lisse. Ça va dans Brauer de UM bar. Et puis, qu'est-ce qui empêche un élément de Brauer de UM bar de provenir de Brauer de X bar? C'est ses résidus le long des diviseurs à l'infini. Et alors, quand on regarde ces résidus le long des diviseurs à l'infini, on s'aperçoit qu'en fait, bon, après, il y en a trois. Donc, il y en a trois, mais il y a des relations ici, il y a des relations qui font qu'en fait, on a une suite exacte ici. Et on trouve qu'ici, c'est simplement Q sur Z de moins 1 qui compte. C'est-à-dire que, qu'est-ce que c'est que ce Q sur Z de moins 1? C'est H1 de L de... Donc j'ai L1 ici, et puis je vais prendre L1 moins ces deux points, A, B. Donc je regarde petit L1 égale L1 moins les points A et B. Donc on regarde le résidu de l'élément du groupe de Brauer, et on est sur quoi? Sur un GM. Donc dans un H1 d'un GM K bar, un coefficient dans Q sur Z. C'est ça les résidus. Et ça vaut Q sur Z de moins 1. Il y a un twist par l'action de Galois. Et si vous avez une classe dans Brauer de UM bar qui a un résidu trivial le long de ce L1, en fait, forcément, elle a un résidu trivial le long des autres aussi, parce que quand on va regarder ce qui se passe sur le résidu, sur ce P1-là, le résidu, ce sera quelque chose qui n'aura pas de résidu lui-même en ce point-là. Mais sur A1, sur un corps algébriquement clos, il n'y a pas de Brauer. Donc en fait, on trouve une suite comme ça, et en fait, on trouve un isomorphisme. On trouve un isomorphisme ici. Donc, un fait galoisien. Et cet isomorphisme galoisien, donc ça fait 0, je l'ai déjà dit. Et donc, du coup, on trouve que Brauer de UM bar invariant par Galois, c'est Q sur Z de moins 1 invariant par Galois. Et ça, c'est isomorphe non canoniquement au groupe des racines de l'unité dans le corps K. Donc, par exemple, si K égale Q, qui est le cas qui nous intéresse ici, ben on trouve qu'il y a au plus deux possibilités. Sa borne, c'est K égale Q, on trouve que Brauer de UM bar G est égal à 0 ou Z sur 2. Et le problème, c'est qu'il faut décider si c'est 0 ou Z sur 2. Et bon, ben là, il y a du travail, qu'on peut faire de deux façons différentes. Donc il y a une façon qui est faite par Loughran et Mitankin, qui est un peu dans l'esprit de ce qu'on avait fait avec Wittenberg, sauf que d'une certaine façon, c'est plus facile, parce que dans l'article avec Wittenberg, la courbe à l'infini était une cubique lisse, et il fallait connaître les revêtements non ramifiés de cette cubique lisse. Là, la courbe à l'infini, c'est trois droites, donc c'est a priori plus simple qu'une cubique lisse. Mais bon, ça demande quand même du travail. Et la méthode que nous, dans l'article avec Échou, on a utilisée, en fait, on pense la surface cubique XM bar, on choisit 6 droites, et on utilise les contractions bien connues des 6 droites sur le plan P2. Donc on se retrouve avec 6 points ici. Et on trouve, dans ce XM bar, on trouve, alors ça c'est les 6 points qu'il y a dans le plan, et puis les droites L1, L2, L3 qu'on avait au départ sont les transformées propres des droites qui sont ici. C'est bien que quand on prend le complémentaire, on trouve un ouvert, donc il y a UM bar ici,
et puis un ouvert V qui, par la projection vers P2, est isomorphe avec GM au carré. Pendant que j'y pense, c'est comme ça qu'on démontre au passage que pi1 de UM bar vaut 0. Que j'avais mentionné plus tôt. Et bon, bah voilà, et alors on utilise le groupe de Brauer de ce GM au carré, et on utilise l'action de Galois là-dessus. Bon, ça ne peut pas se résumer. Hein, il y a une jolie formule à la fin quand même, mais que je ne devrais pas raconter. Bon, je ne raconte pas. Disons, dans notre article, on trouve une formule générale pour le quotient Brauer de UM sur Brauer de U1M, dans tous les cas. Bon, j'efface. Alors, donc l'étape suivante, c'est une fois qu'on connaît donc Brauer de UM connu, l'étape suivante, c'est de calculer UM de AZ orthogonal à Brauer. Et alors, là, il y a un très joli énoncé, donc le théorème de Mitankin. Si P premier, P est supérieur à 5, et la valuation péadique de D, somme entier D, est impaire, alors l'application UM de ZP s'envoie dans Z sur 2 au cube, qui envoie un point MP sur, donc je vais appeler ces éléments alpha, ces générateurs bêta gamma, sur alpha de MP, bêta de MP, gamma de MP, et surjective. Donc n'importe quel triplé dans Z sur 2 au cube peut être atteint par un point péadique convenable, à partir du moment où il y a un P premier plus grand que 5 avec BP de D impair. Et alors, la conséquence, je peux effacer ça. Donc la conséquence, c'est que, corollaire, si UM de AZ est différent de vide, donc si on a des points partout localement, et qu'il existe un premier P plus grand que 5 avec, avec ces conditions-là, donc avec P divise D et VP de D impair, alors UM de AZ Breu est non vide. Donc il n'y a pas d'obstruction de Brauer-Manin dès qu'on trouve un premier P plus grand que 5 qui divise D avec une multiplicité impaire. Donc pour le dire de façon encore plus lourde, si UM de AZ non vide et UM de AZ Breu égale vide, alors la classe de D dans Q étoile sur Q étoile au carré appartient au sous-groupe engendré par moins 1, 2, 3 et 5. Donc les seuls contre-exemples que vous pouvez construire, c'est avec un D qui va être comme ça. Et ça explique pourquoi, dans les exemples de Gauche et Sarnak, il y avait ce 2, j'ai oublié ce que c'était, mais enfin, qu'est-ce que c'était les facteurs? C'était plus ou moins 2, 12, 20. Vous voyez, les facteurs qui sont là, les facteurs premiers qui sont là-dedans sont ici.
Alors c'est assez remarquable parce que, bien qu'ils ne connaissent pas le Breuer-Manin, ils ont pratiquement trouvé presque toutes les possibilités de D possibles pour fabriquer des contre-exemples. Alors, une fois qu'on sait ça, et chez Mordell, il y avait des conditions pareilles. Alors ça, c'est un énoncé assez frappant, quoi. Ça veut dire qu'il n'y a pas beaucoup de contre-exemples, quoi. Il n'y a pas beaucoup de contre-exemples. Et ça, c'est un phénomène qu'on rencontre déjà dans l'étude de Kneser de la représentation des entiers par une forme quadratique ternaire indéfinie. Il y a des contre-exemples au principe local global, mais pour une forme quadratique donnée, les M qui sont des contre-exemples sont dans un nombre fini de classes modulo des carrés. Ça s'appelle Spinner-Ausnahmen en allemand. Voilà. Et alors du coup, une fois qu'on sait ça, on peut compter donner des estimations pour les contre-exemples. Alors on peut même regarder de plus près non seulement ça, mais regarder les facteurs premiers qui peuvent intervenir là-dedans. Et c'est ce qu'on fait donc très précisément Lacran et Mitankin. Il compte donc l'ensemble des M plus petit que B avec UM de AZ non vide et UM de AZ Breuer vide. Donc les contre-exemples qui sont expliqués par le groupe de Breuer sont équivalents, leur nombre est équivalent à racine de B sur racine de log B. Mais bon, pas équivalent, de l'ordre de grandeur de racine de B sur racine de log B. Bon, il y a des gens qui, avec des théorèmes taubériens, savent faire ce genre de calcul. Donc on est loin du B à la puissance 0,8, etc., prévu par la conjecture de Sarnak, de Gauche et Sarnak. Ce qui est complètement évident, vous voyez, une fois qu'on a fait ce calcul ici, c'est que comme on est sur un nombre fini de classe, c'est évident que le nombre qu'on avait ici, il est plus petit que racine de B. D'accord, puisque les D, il n'y a que les carrés qui comptent. Donc le plus petit que racine de B est évident. Ce qui demande un peu plus d'écrire des fonctions L et je ne sais pas, c'est d'avoir une estimation précise. Mais le plus petit que racine de B est évident, et donc une fois de plus, on est loin du 0,8, même avec la racine de B. Bon, alors maintenant, ça va, j'ai encore un peu de temps. Donc je vous ai montré deux méthodes. La méthode pour trouver des contre-exemples au principe de ACE, la méthode de réduction, et puis la méthode Breuer-Manin. Et alors maintenant, il y a une troisième méthode, c'est une méthode mixte. Alors je vais dire un mot sur cette méthode mixte. Voilà. Non, mais comment on arrête cet objet-là? Aïe, 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 aïe. Non, mais il fait du bruit, mais il ne descend pas, c'est ça? Bon, d'accord. Donc méthode mixte. Donc on va faire ça sur donc pour montrer UM de AZ non vide, mais
UM de Z égale à vide. Donc, on va faire ça sur un exemple qui est essentiellement dans Gauche et Sarnak. Donc, on regarde l'équation x2 plus y2 plus z2 moins xyz égale 4, c'est toujours 4 plus 2 L2, où L est un premier, super égal à 13, congru à plus ou moins 4 modulo 9, et aussi congru à plus ou moins 3 modulo 8. Alors, on suppose que bon, M est générique, fait. M est générique. On vérifie. Alors, on vérifie aussi que UM, avec les conditions qu'on a mises sur ce M, ça c'est M, hein. UM de AZ bre est non vide. Bon, on calcule. Et alors maintenant, supposons qu'il y ait une solution. Je crois que je vais effacer l'équation finalement. Donc, supposons UM de Z non vide. Ça ce sont des faits. Supposons UM de Z non vide. Alors, donc la réduction va donner qu'il existe un point qui satisfait les conditions suivantes, x0, y0, z0, donc sur z, qui satisfait que 3 est inférieur à la valeur absolue de x0, qui est inférieur à la valeur absolue de y0, qui est inférieur à la valeur absolue de z0, et qui est plus petit que, et avec x0, plus petit que, et alors bon, on fait le calcul, 4 plus 2L2 à la puissance 1 tiers. Bon, croyez-moi. Donc de ça, on conclut que x0, donc on regarde les solutions et on regarde des conditions réelles, si vous voulez. On a des conditions réelles. On va utiliser ces conditions réelles et on trouve que x0 plus 2 est plus petit que L. Et de ça, on conclut que L ne divise pas x0 carré moins 4. C'est sûr, si x0 plus 2 est plus petit que L, L ne va pas diviser x0 carré moins 4. D'accord ? Et donc on conclut que si on prend la valeur de l'algèbre de quaternaire x04, 2, le symbole en L, eh bien ça fait 0. L est 2 est une unité, x0 carré moins 4 est une unité en L, donc on trouve 0 ici. Ça c'est le calcul sur QL. Maintenant on fait un calcul qui est sur QL. Mais par ailleurs, maintenant si on regarde U, M de ZP pour les autres P, les autres premiers, on trouve que x0 carré, pour n'importe quelle solution, xp carré moins 4,2 indice P, ça fait 0 si P est différent de 2 et de L, et x2 carré, quand on regarde toutes les solutions de Hadik, quand on regarde sur Z2, ça c'est sur ZP, x2 carré moins 4, pardon, virgule 2, en 2, ça fait toujours 1,5. Donc, vous voyez, on a regardé notre U de Z, qu'on l'a mis dans U de AZ. Bon, à l'infini, il ne se passe rien. Hein. Et puis, on a regardé ce qui se donnait par évaluation de l'algèbre alpha, qui est x2 moins 4, virgule 2. C'est ça, x2 moins 4,2. Et donc, on a regardé ça donc, dans la somme directe des z sur 2. Et on trouve que partout, sauf en 2, ça fait, donc l'image, ça va être 0, 0, 0, 0 et 1,5. Mais uniquement à la place 2.
pour un point qui vient de U de Z. Vous voyez, pour un point qui vient de U de A à Z, je n'ai pas dit ça. 0, 0, la somme peut être 0. Mais quand on vient de U de Z, on tombe forcément là-dedans. Donc, y a pas de, la conclusion, c'est quoi? C'est que U de Z est vide. L'image de ça contient quelque chose de somme 0, mais si on part de point de U de Z, ce n'est pas possible. Avec ce mélange d'arguments archimédiens là, sur les réels, et puis d'arguments locaux aux autres premiers P. Et alors, ça permet de fabriquer pas mal de... On peut développer ce truc-là, ça, on fait ça dans l'article avec Wei et Xu. On trouve pas mal d'exemples de ce style-là. Et ça permet de faire un certain nombre d'exemples. Donc, nouvelle série d'exemples. Avec cette fois-ci l'ensemble des 1 inférieur égal à n inférieur égal à b avec um de az bre non vide et delta m égale vide. Parce que c'est ça qu'on entend démontrer. On entend démontrer que delta m est vide, hein, avec ce mélange de réduction et d'obstruction de Brahmanine, est super égal à racine de b sur racine de log b. Estimation qu'on a déjà vue une fois. Et donc pour terminer, je vais écrire au tableau, comparer les différentes estimations qu'on a. Je vais réécrire, mais ça ne va pas vous faire de mal. Donc on est en train de regarder nos conclusions de ces investigations. On prend 5 inférieur égal à m, inférieur égal à b. Les m, on prend m générique pour des raisons que je n'explique pas ici. Ceux qui ne sont pas génériques, il n'y en a pas beaucoup, donc ça n'intervient pas dans cette histoire. Donc on a um de AZ non vide, le nombre de tels m, n1 de b, est égal à 7/12 de b, plus petit o de 1. Ensuite, il y a um de z égale vide, différente vide, pardon. On a l'estimation de donc, le gros théorème de Gauche et Sarnak, qui est que ce nombre-là, n de 2b, est équivalent à 7/12 de b. Ensuite, on regarde les cas où donc on regarde les cas où on a um de z égale à vide et um de az non vide. Donc on est en train de regarder les contre-exemples au principe de Hasse. Et là, il y a ceux avec Brahmanine. Et là, leur nombre, n3 de b, donc, est de l'ordre de grandeur de racine de b sur racine de log b. Ça, c'est le calcul de Lagrange-Vitankin. Et puis ceux avec um de az pre non vide, comme l'exemple que je viens de discuter, et bien cela, on arrive à démontrer on arrive à démontrer ceci, racine de b sur racine de log b est plus petit que ce n4 de b, qui est, a priori, est un petit o de b, mais qui est conjecturalement, conjecture, Sarnak, qui devrait être de l'ordre de b à la puissance 0,8, etc. Donc pour l'instant, comme on trouve exactement la même chose ici, on ne peut pas dire si on a plus de l'un que de l'autre. Enfin, vraisemblablement, il y en a beaucoup plus qui sont de ce type-là. Voilà. Bon, je vous remercie.
Merci. Des questions? Any question? À votre avis, où sont cachés les autres contre-exemples alors? Est-ce que vous avez aucun... Non, 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 vraiment c'est le mieux qu'on a réussi à faire, c'est ça, quoi, par bon, les fabriquer des contre-exemples, on sait le faire comme ça, Oui. donc par ces deux méthodes, ou ces trois méthodes plutôt, mais après, c'est très curieux. Bon, Gauche et Sarnak ont vraiment fait une quantité énorme de calculs, c'est impressionnant. En plus, leur estimation avec ce 0,08, ils ont des arguments statistiques pour les justifier et qu'ils ont vérifié avec la machine. Et la différence, enfin, les estimations sont très très proches entre leur modèle statistique et puis le résultat, ce que donne la machine. Mais je n'ai pas d'idée. C'est vraiment un mystère. Maybe a bit of a philosophical question, but do you think this has any implications on what we should believe for whether the Brouwer-Marine obstruction is the only one on K3 surfaces, given this is the log? Bon. Donc il y a eu quelques travaux qui ont été faits sur les surfaces log K3. Sur les points rationnels, je peux pas, des K3 projectifs, je ne peux rien dire avec ça. Il y a quelqu'un qui a suggéré l'idée qu'on pourrait étudier certaines K3 projectives, bon, je réponds sur les K3 projectives, en regardant ces K3 très particulières où il y a beaucoup d'automorphismes. Bon, j'ai pas d'idée là-dessus. Je ne pense pas qu'on sache utiliser ces automorphismes pour ramener tous les points rationnels dans un domaine borné. Donc ça, c'est un. En ce qui concerne les log K3, comme ça, on a fait quelques calculs. Donc il y avait ce que j'avais fait avec Gutenberg. Il y a Harpas qui a fait quelques calculs aussi. Mais on ne sait même pas quand est-ce que, par exemple, il y a un nombre fini de points. Maintenant, il y a des cas où il y a un nombre fini de points sur les entiers. C'est la différence de ce qu'on sait sur les surfaces K3, sur les rationnels. Mais on arrive vraiment mal à cerner. Non, je ne sais pas. More questions? You have to speak in the... Non, mais la réponse, c'est que je ne sais pas. Je demandais, est-ce que 0,8, on connaît la nature de ce nombre? Quel type de nombre ça peut être? Je préfère je ne connais pas assez bien l'article de Gauche-Sarnak sur ce point-là pour répondre. Disons, soyez honnête. More questions? No? Then thank you again.